Notre binoclard bout de rage Kyung-bin, le beau gosse de la bande, l'ignore royalement depuis le début de la journée. Il a l'impression d'être un figurant qui apprend la vie de son pote par les ragots des autres. Il essaie de faire le mec au-dessus de tout ça, mais au fond, il est sur le point d'exploser. Soudain, il se stoppe net en le voyant là, en plein milieu de la rue. Le blond n'est pas seul, il est avec une fille et ils ont l'air de s'éclater comme jamais. Regardez-le à accepter des cadeaux avec son sourire de gendre idéal, tout en lui montrant des trucs sur son téléphone. Le bigleux sent le sang lui monter à la tête en voyant le visage du blond rayonner autant, et il décide que c'en est assez. Il fonce droit sur eux pour casser l'ambiance avec la subtilité d'un carambolage. Juste au moment où il semble vouloir se prendre dans les bras, il s'interpose et lui hurle dessus. Il lui reproche de distribuer de l'affection à tout va comme s'il était un daron ultra protecteur, mais évidemment, il a tout compris de travers et s'est emballé pour rien. Le blond a la jambe bandée, et avec l'élan de l'autre, il manque de finir étalé sur le trottoir. Le binoclard finit par le rattraper contre le mur dans une pose digne d'un drama coréen, ce qui scandalise immédiatement la fille. Elle le traite de malpoli pour avoir bousculé les gens comme ça avant de préciser que le blond n'est pas un inconnu mais un garçon adorable. Pauvre gars, il a voulu jouer les durs et il passe juste pour un gros lourd devant tout le monde. On dirait que la fille savait déjà qui il était, elle l'aborde avec une telle assurance qu'il n'arrive pas à suivre. Le blond lui confirme que c'est bien lui, et l'autre reste planté là, en plein bug, à essayer de piger. Kyung-bin est visiblement mal à l'aise et commence à piquer un phare, ce qui confirme les doutes de notre héros. Le blond lui a déjà tout raconté, et lui, il fait tapisserie, comme un figurant qui ne sait plus où se mettre. Mais la fille le rassure, elle n'est pas une menace, car elle ne craque que pour les hommes mûrs, et pour couronner le tout, elle lui glisse un dernier secret en fait, elle préfère les filles. Un retournement de situation qu'il n'avait pas vu venir, même avec ses lunettes. Il s'est fait tout un film par jalousie, alors que la jeune femme est juste une vieille connaissance qui venait lui demander conseil. Après une telle honte, ils finissent tous les deux dans un café pour faire redescendre la pression. Kyung-bin s'excuse de ne pas avoir répondu aux messages entre ses vidéos et l'entraînement, il a coupé les notifs pour rester concentré. Mais le bigleux reste en mode détective et lui demande pourquoi ils sont si proches. Le blond lui explique alors qu'elle veut entrer dans la police mais qu'elle galère physiquement. Il l'aidait juste pour le combat car elle n'arrive pas à décrocher sa ceinture noire toute seule. Pas convaincu, le binoclard lui balance qu'elle va quand même jusqu'à lui offrir des fringues. La tension est palpable quand il lui demande pourquoi il a voulu l'enlacer, lui rappelant qu'ils sont en couple maintenant. Kyung-bin, avec son air innocent, lâche que c'est une habitude et que s'il n'a pas sa dose quotidienne d'affection, il se sent mal. En gros, le mec fonctionne au câlin, s'il n'a pas son quota de tendresse, il dépérit. Le binoclard n'en revient pas qu'il puisse sortir des trucs pareils, avec une tête aussi sérieuse. Il lui propose alors de venir lui demander à lui s'il est en manque, mais Kyung-bin flippe qu'on les grille au lycée. Notre héros en a marre de se cacher, il s'en fout qu'on les découvre. Il préfère ça plutôt que de le voir faire des mamours à tout le quartier. Kyung-bin finit par le convaincre en lui assurant que leur étreinte de tout à l'heure était le meilleur moment de sa journée. Se sentant comme la pire des ordures pour avoir été aussi toxique alors que l'autre est un ange, le gars finit par céder. Il l'autorise à lui coller au basque en classe, à condition que ses marques d'affection ne soient que pour lui ou sa famille. Bref, il marque son territoire pour que le blond n'ait pas une crise de tendresse avec le premier venu. À la télé, il nous bassine encore avec une de ces histoires touchantes spéciales fêtes. Apparemment, un élève du lycée Mium est tombé sur un sac bourré de fric et, au lieu de se rincer, il est allé direct au commissariat pour tout rendre. Le proprio a bien essayé de lui filer une récompense, mais le gamin a fait l'indifférent en mode « c'est normal, c'est mon devoir ». Un vrai petit Robin des Bois. La police n'allait pas laisser passer une telle occasion de se faire de la pub, alors ils lui ont remis une médaille pour passer pour des héros devant les caméras. Et voilà Lee Han, l'air de vouloir s'enterrer vivant pendant que le commissaire lui colle au basque pour être bien sur la photo. Au lycée, ils l'ont déjà surnommé l'ange de Noël. Une de ses camarades en profite pour le mitrailler en douce et poster ça sur les réseaux, parce que personne ne croit qu'ils sont potes. Saoulé qu'on le traite comme une bête de foire, Lian lui arrache le téléphone des mains, mais la fille insiste, il est devenu la star du quartier. Il va falloir qu'il s'y fasse. Pour couronner le tout, ses potes le charrient en disant qu'avec son air coincé, il ressemble plus à un moine tibétain qu'à un ange. Et ça empire quand il apprend que l'école compte se servir de lui comme égérie pour leur site web. Pas question de jouer les modèles. Lian fonce vers la salle des profs pour stopper le massacre avant que sa tronche ne soit placardée partout. Il arrive prêt à taper un scandale, mais le prof lui coupe l'herbe sous le pied avec une toute autre histoire. Sans lui laisser le temps de placer un mot, il lui présente Baekhyun John, un élève qui était absent pour raison médicale depuis la rentrée. En voyant le nouveau, Lian reste sans voix. Entre son masque et son regard vide, le type est plus pâle qu'un fantôme. Comme Lian a la réputation d'être le saint du lycée, le prof lui refile le bébé, il sera son guide, sous prétexte que c'est le plus responsable du lot. Lian veut juste que le prof arrête ses éloges pour ne pas être en retard. Mais celui-ci prend congé d'une tape dans le dos, les laissant dans un silence de mort. Lian essaie de se montrer sympa, mais à peine lui frôle-t-il la manche que le nouveau le stoppe net avec un regard noir. Il lui lâche cache qu'il a horreur qu'on le touche,
laissant notre héros s'excuser presque d'exister. En marchant, il remarque que le gars est une vraie brindille. Il est si frêle qu'on dirait qu'il va se briser au moindre coup de vent. Il reste 2 minutes avant la sonnerie, et Liane commence à stresser, mais le type au masque est moins pressé qu'un retraité. Il lui dit qu'il n'est pas question de courir, de toute façon les profs sont toujours à la bourre. Liane insiste, il a promis au prof de veiller sur lui et c'est là que Yujon sature. Il se rapproche de lui, l'intimide et lui fait comprendre que ses états d'âme, il s'en balance royalement. Pour éviter tout contact direct, Liane finit par l'attraper par son sac à dos et le traîne à travers tout le couloir, déboulant dans la classe pile au moment où ça sonne, sous les moqueries des autres qui lui rappellent la fois où il aurait chialé à cause d'un retard. À peine entré, les curieux sautent sur le nouveau pour l'interroger sur sa santé, mais Yujon se braque direct et les envoie paître sans prendre de gants. L'ambiance devient si pesante que le prof entre en demandant si c'est une réunion de famille ou pourquoi il fait un froid polaire ici. Liane l'observe depuis son bureau, passant de l'agacement à la pitié en 1 seconde. Il se dit que débarquer en cours d'année et être le nouveau doit être un calvaire, même si l'empathie est de courte durée. Après tout, si le mec a décidé d'être un gros aigri, c'est son problème, il n'a qu'à se démerder. Et puis, si le nouveau attire toute l'attention, on lui foutra peut-être enfin la paix à lui. Liane se prépare à partir tandis que sa mère se pavane comme un pont, pas peu fière d'avoir un fils aussi célèbre. Aujourd'hui, c'est la réunion parents-prof et elle est aux anges, tout le monde cherche désormais à s'attirer les faveurs de la mère de la star du lycée. En partant pour les cours, Liane la supplie de ne pas forcer sur la boisson. Parce qu'au final, c'est toujours lui qui doit s'excuser pour les scènes embarrassantes des autres. À peine sorti, il réalise une fois de plus que les murs de l'immeuble sont en carton. Il entend parfaitement la grand-mère du voisin hurler sur ce pauvre Nara, tout en lui massacrant les cheveux. Le pauvre n'a même pas droit à un peu de paix dans l'intimité de sa chambre. Dès qu'il entre en classe, un gars aux cheveux clairs, plus dramatique qu'un héros de K-drama, lui saute littéralement au cou. Il semblerait que le nouveau Baek Yujon ait débarqué avec une attitude tellement asociale qu'il est devenu le sujet de tous les potins. Comme il s'ennuie, les autres se sont lancés un défi, aller parler au nouveau pour voir qui tiendra le plus longtemps face à son air glacial sans prendre ses jambes à son cou. Yujon les remballe les uns après les autres. Certains disent qu'il est timide ou qu'il ne sait pas aligner 2 mots, mais la vérité, c'est qu'il a autant envie de socialiser qu'un lundi matin à la première heure. Le roi du drama pousse Liane en avant pour que ce soit son tour de tenter sa chance, pendant que le reste de la classe s'installe confortablement pour ne rien rater du spectacle de son humiliation. Liane tente de jouer la carte de la diplomatie habituelle, en lui expliquant que tout le monde veut simplement être amical. Mais le nouveau le coupe net, sans aucune forme de politesse. Notre protagoniste reste planté là, se sentant idiot d'avoir voulu jouer les bons samaritains. Mais juste au moment où il s'apprête à l'envoyer balader, l'autre finit par se détendre un peu. Il s'excuse d'avoir été aussi brusque et avoue qu'il était trop pressé pour l'écouter d'une façon très polie, de lui faire comprendre qu'il est tellement invisible qu'il n'avait même pas remarqué sa présence. Suite à ça, Liane part dans ses délires et prend les choses bien trop à cœur. Il commence à s'inquiéter pour les marques que porte Yujon en affirmant que si ses parents le voient dans cet état, ils vont s'imaginer qu'il est victime de harcèlement scolaire. Yujon, déjà lassé, lui fait comprendre qu'il ferait mieux de s'en aller, estimant que ses excuses suffisent amplement. Mais Liane ne bouge pas d'un poil. Il est tellement angoissé qu'il propose même de lui payer ses frais médicaux pour rassurer sa famille. Le gars ne capte pas que l'autre n'a qu'une simple égratignure. Il est tellement borné que si Yujon lui avait dit qu'il était mourant, il lui aurait sûrement demandé le nom de sa mutuelle pour couvrir les frais de l'enterrement. Yujon n'en revient pas qu'il ait pris cette histoire de harcèlement autant au sérieux. Le garçon ténébreux lui demande de s'approcher et l'autre, persuadé que le deuxième round commence, avance le visage en attendant l'impact. Mais Yujon lui tapote simplement le front pour enlever la poussière de craie dans ses cheveux. Il lui balance qu'il a l'air d'un idiot et qu'il devrait arrêter de se prendre la tête pour un bleu qui ne va tuer personne. Il le prie de dire aux autres relous de se calmer et s'en va, laissant Liane avec le cerveau totalement en surchauffe. Pendant ce temps, le reste de la classe est aux premières loges, popcorn à la main, pour savourer la scène. Il n'arrive pas à croire que l'asocial de service ait eu la conversation la plus longue de sa vie, au point de penser que Liane l'a pris en grippe. Liane retourne s'asseoir, les neurones grillés, et l'air de ne plus rien comprendre à ce qui vient de se passer. Ses camarades le bombardent de questions, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Il profite d'un moment de répit pour s'éclipser aux toilettes, se passer de l'eau sur le visage et essayer de faire redescendre la pression. Il se dit qu'au moins, tant que tout le monde fixait le nouveau bizarre, lui a pu passer inaperçu. L'ange de Noël veut simplement préserver sa réputation impeccable et ne surtout pas être associé à ce nouveau venu. Manque de bol, la chance n'est pas de son côté à la sortie. Il retombe nez à nez avec lui dans l'ascenseur. C'est ce genre d'instant pesant où les regards s'évitent et où le silence devient éternel. On dirait bien que le destin s'est mis en tête de les réunir de force. Affalé en pyjama, Yujon lâche l'info l'air de rien, un type de son lycée habite sur le même palier. Sa mère manque de s'étouffer d'enthousiasme en plein milieu de sa séance de sport, persuadée que son fils s'est enfin trouvé un ami. Mais pour lui, le bahut n'est qu'un défilé de gens bruyants et totalement insignifiants.
Il a beau lui dire qu'ils ont à peine échangé 2 mots, il a déjà catalogué Li-Han comme un mec d'une banalité affligeante. C'est le moment que choisit le père pour rentrer, mais personne ne le calcule. La nouvelle du voisin a volé la vedette et le pauvre homme fait désormais partie du décor. De l'autre côté du couloir, Li-Han est vautré sur son lit en train de digérer la rencontre. Il n'arrive pas à croire que le bizarre au masque vive à 2 mètres de chez lui, et il rumine encore cette attitude hautaine qui lui est restée en travers de la gorge. « Rentre bien », lui avait lancé l'autre avec un petit sourire en coin qui l'avait laissé complètement perplexe. Li-Han a décidé qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce type, sauf que sa propre maison n'est pas vraiment un refuge non plus. Sa mère rentre d'une réunion de parents d'élèves avec un ego surdimensionné. Elle a montré à tout le monde les vidéos de l'époque où il était le célèbre ange de Noël, l'affichant devant tout le quartier en une fraction de seconde. Elle prétend qu'il est sa plus grande fierté, mais tout ce qu'elle gagne, c'est que son fils a envie de disparaître sous terre. Il décide d'abréger le drame en passant à table pour calmer le jeu, même si ces discussions finissent toujours en mal de crâne carabiné. Le lendemain, la poisse de Li-Han commence dès l'aube. Il tombe nez à nez avec Yu-Jun en sortant de l'appartement et on dirait que l'autre s'est levé d'humeur bavarde car il lui colle au basque tout le long du chemin vers le lycée. Le gars lui sort l'excuse la plus bidon du monde puisqu'ils vivent dans le même immeuble, autant faire la route ensemble. Louche à souhait. Yu-Jun en profite pour lui lancer une pique, demandant s'il est vrai qu'il fond en larmes dès qu'il arrive en retard. À cet instant, l'image d'ange parfait de Li-Han en prend un sacré coup à cause de ses rumeurs débiles. Le type au masque lui balance qu'il ferait mieux de ne plus l'attendre et trace sa route, le laissant là, planté avec une rage qu'il a du mal à contenir. En classe, ça ne s'arrange pas. Un camarade ne le lâche pas d'une semelle et l'abreuve de conseils sur la vie scolaire, le couvant d'une attention presque flippante. Pendant ce temps, le reste de la classe raconte que Li-Han est un saint pour essayer de se lier d'amitié avec le nouveau marginal. Pour tout le monde, il reste l'affiche officielle du bon samaritain qui tend la main aux cas sociaux. Une fois rentré, il tente d'oublier sa journée en mangeant des fraises en pyjama. Mais sa mère débarque avec une mission pour achever de lui pourrir la soirée. Elle l'oblige à se changer pour aller distribuer des gâteaux de riz aux voisins. C'est un traquenard total. Elle veut juste utiliser sa façade de fils idéale pour briller auprès de tout l'étage et s'assurer que les autres mères continuent d'envier son trophée vivant. Li-Han se retrouve devant la porte du voisin, réalisant qu'il ne sert que de bouclier social. Sa mère l'a envoyé faire le coursier uniquement pour se faire mousser. Parce que rien ne renforce plus les liens familiaux que d'utiliser son gosse comme livreur gratuit pour nourrir son propre ego. Le moral à zéro et lassé de jouer la comédie pour les autres, il se dit que ses petits services en famille finissent toujours par se retourner contre lui. Eh ben, sacré traquenard. Le voilà transformé en livreur de gâteaux de riz sans avoir rien demandé. Mais puisqu'on le force à faire le coursier pour que sa mère garde la face, vous aussi. Faites tourner l'élite pour que l'algorithme soit un ange avec nous. Abonnez-vous sans plus attendre et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous aimeriez que je vous raconte ici. Allez, à la prochaine! Pour être sûr de ne croiser personne, Li-Han s'est levé aux aurores, mais il n'avait pas prévu que son voisin asocial l'attendrait déjà de pied ferme devant la porte. Baek Yu-Jun était là, plantés comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde, en train de lui annoncer qu'il avait déjà enregistré son numéro. C'est tellement envahissant que Li-Han décide de l'ignorer pour ne pas briser son image de garçon parfait. Baek désigne alors un carton à ses pieds. Li-Han s'imagine un instant qu'il s'agit d'un cadeau, le pauvre. Il ne se doute pas encore qu'il vient d'être recruté comme mule de service. En fait, un oncle a envoyé des mandarines et Baek cherchait juste un pigeon pour l'aider à trimballer la cargaison jusqu'au lycée. Pour sauver les apparences, Li-Han se dévoue et propose de porter tout le poids lui-même. Il y a 20 kilos de fruits, mais le gamin préférerait que sa colonne vertébrale finisse en miettes plutôt que d'admettre qu'il galère. C'est ça, le dévouement total à son esthétique. S'il doit finir handicapé avant ses 20 ans, ce sera avec le sourire et sans jamais lâcher son carton. Baek se fout de sa gueule parce qu'on voit à des kilomètres que ses bras vont exploser. Mais l'ange du lycée reste de marbre, même s'il commence à voir la lumière au bout du tunnel. À peine ont-ils mis un pied en classe que les commérages démarrent au quart de tour. Les autres ont déjà grillé qu'ils vivaient dans le même immeuble et les théories les plus folles fusent. Li-Han commence à distribuer les mandarines pour s'attirer les faveurs de tout le monde, essayant tant bien que mal de donner du crédit à Baek, mais personne ne l'écoute. Pour le reste de la classe, c'est lui le saint qui a ramené le petit déjeuner, tandis que l'autre n'est que le bizarre qui suivait derrière. Regardez-le tout sourire en façade, mais bouillant de rage à l'intérieur. Il prétend distribuer ses fruits par pure courtoisie, alors qu'en vrai, il se fait exploiter comme un coursier et ne sait pas comment s'en sortir sans ruiner sa réputation. Dans sa tête, il échafaude déjà une vengeance digne d'un film d'horreur, même si son masque de premier de la classe ne bouge pas d'un millimètre. Alors qu'il tente de recalculer son coût, on vient le chercher pour les photos promotionnelles de l'école. C'est le prix à payer quand on est l'affiche vivante de l'établissement. Il faut dire que Li-Han est une star locale depuis tout petit, le célèbre ange de la colère. C'est le fils modèle que toutes les mères utilisent pour faire culpabiliser leurs propres enfants. Il est devenu prisonnier de sa propre célébrité et n'a aucune idée de comment descendre de son piédestal. Pendant que le cirque des photos continue,
Lian commence à se sentir comme un vulgaire mannequin de vitrine. Il en a par-dessus la tête de jouer les étudiants exemplaires, et en voyant son camarade le saluer au loin, il finit par faire un court-circuit mental. Il s'imagine déjà que l'autre cherche son amitié ou qu'il a au fond un bon fond. L'autre, en revanche, se dit juste que l'ange est un paranoïaque qui voit des ennemis partout. Seul dans les vestiaires, Lian essaie de décompresser après cette journée interminable, entendant au loin d'autres types se plaindre de cette ambiance de gens parfaits qui les insupportent. C'est là qu'il décide qu'il en a marre d'être le gentil garçon qui encaisse tout sans rien dire. Il fait face à son camarade avec une expression qu'on ne lui avait encore jamais vue. Il lui fait comprendre que les messes basses dans son dos lui sont égales, mais que devoir le supporter en face lui gâche sa journée. Il lui balance cash qu'il sait qui il est vraiment, car il a surpris toute sa conversation privée avec sa mère. Il menace de le démasquer devant toute la classe et de prouver que le garçon parfait n'est, au fond, qu'un immense désastre. L'autre en perd ses mots, il vient de réaliser que l'ange a des griffes et qu'il n'hésitera pas une seconde à s'en servir. Hujon a la nausée en voyant tout le monde idolâtrer Lian, alors qu'il sent bien que ce type le mène par le bout du nez. Il finit par se braquer, poing serré, et lui balance en pleine figure que son numéro de petit sein ne prend plus avec lui. Mais Lian garde un calme absolument exaspérant. D'un air totalement détaché, il ouvre la porte et lui demande s'il s'est vraiment senti intimidé par si peu. Quel culot! Il prétend qu'il voulait juste discuter tranquillement, mais ses mauvaises intentions se voient à des kilomètres. Hujon n'en revient pas d'un tel cynisme. Lian surenchérit même en le défiant d'aller raconter ce qu'il veut à qui il veut. Il s'en balance royalement. Le pauvre Hujon reste sans voix, impossible de lutter contre quelqu'un qui semble n'avoir plus rien à perdre. Lian s'approche alors et le prévient que tout ce qui arrivera désormais sera de sa faute. Il lui promet, ni plus ni moins, une vie de trauma et de remords. Hujon repousse sa main d'un geste brusque, refusant de se laisser rabaisser une seconde de plus. Lian s'en va, comme si de rien n'était, laissant Hujon seul dans les vestiaires avec une rage sourde qui lui reste en travers de la gorge. Pendant ce temps, en classe, la réputation de l'ange de Noël continue de faire jaser, et tout le monde commente le comportement excessif de sa mère. Elle le vendait comme une véritable star, distribuant nourriture et prospectus dans tout le quartier, pour faire la promo de cette émission spéciale. Pour les autres, c'était adorable, mais pour lui, ce ne fut qu'un défilé incessant de caméras et de flashs qu'il n'avait jamais demandé. Pas étonnant qu'il ait fini par péter les plombs. Vivre sous la pression du fils exemplaire lui a complètement grillé le cerveau. Lian est l'otage de sa propre image, enfermé dans une vitrine où tout le monde l'observe sans jamais se soucier de ce qu'il ressent. Alors quand Hujon tente de le griller devant toute la classe, le retour de bâton est immédiat. Il a essayé de convaincre les autres que la gentillesse de Lian n'était que du cinéma, mais ses camarades ne sont pas dupes. Même les mandarines qu'il a apportées passent pour une tentative de corruption ratée à laquelle personne ne croit. Les regards de pitié que lui lance la classe sont sans appel. Au final, Hujon passe juste pour un gros jaloux. Au lieu de le soutenir, les autres le remettent à sa place en lui rappelant qu'il les a toujours ignorés et qu'il ne revient que pour casser l'ambiance. Pour mener un groupe, il faut du respect et il n'en a plus aucun. Sans preuve et à bout de nerfs, Hujon comprend que personne ne gobera ses crises de colère. Vaincu par son propre plan, il tente une sortie de secours classique. Il remballe ses affaires et part, vexé, en prétendant que l'atmosphère est devenue pesante. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. En sortant, il tombe nez à nez avec Lian, qui l'attend avec ce flegme qui le rend dingue. Il lui lâche un « je t'avais prévenu » si cinglant que Hujon finit par perdre totalement les pédales. Il l'envoie paître et s'éloigne d'un pas lourd dans le couloir, comme si le sol était responsable de ses échecs à répétition. En partant, Hujon a l'impression d'être devenu le méchant d'une histoire dont tout le monde se moque. Lian, lui, regrette de ne pas pouvoir discuter avec le seul type qui arrive vraiment à le déstabiliser, d'autant qu'il n'arrive pas à oublier ce moment où il portait Hujon dans ses bras avec une assurance qui le hante encore. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, mais ces deux-là ont déjà fait 3 fois le tour du monde dans la mauvaise direction. À peine a-t-il franchi le seuil de chez lui que Lian s'effondre sur son lit, comme si on lui avait coupé le courant d'un coup. Il est complètement vidé, impossible de s'enlever de la tête l'air supérieur de Hujon. Il se sent grillé, au point d'avoir l'impression que même les murs le jugent. Quand sa sœur déboule pour lui demander ce qu'il veut dîner, il est tellement au bout du rouleau qu'il n'a même plus la force de scier. Elle veut savoir si le voisin a aimé les gâteaux de riz qu'elle a préparés pour éviter de partir du mauvais pied avec lui. Lian lui ment effrontément en disant que le type a adoré, alors qu'en réalité, il s'est tout enfilé tout seul. Il a même planqué la boîte vide au fond d'un tiroir. Mais la culpabilité le frappe de plein fouet. Quand il réalise qu'elle s'est donné tout ce mal pour l'aider, il s'en veut à mort de mentir à la seule personne qui le soutient vraiment. Le lendemain au lycée, Lian n'est plus qu'une ombre grise cachée sous sa capuche, n'espérant qu'une chose, que la terre s'entr'ouvre. Évidemment, ça jase déjà dans son dos, tout le monde dit qu'il fait sa victime maintenant que son petit jeu a été démasqué. Hujon vient en rajouter une couche avec son sourire narquois, juste pour le plaisir de le voir ramer un peu plus. Lian a le cœur au bord des lèvres entre le stress et tout ce qu'il a englouti la veille. Il sent qu'il va repeindre la salle de classe.
N'en pouvant plus, il décide de se traîner jusqu'à l'infirmerie pour disparaître de la circulation. Il doit descendre 4 étages alors qu'il a l'impression de s'être fait rouler dessus par un 38 tonnes. Il profite de la pause déjeuner pour s'éclipser par les couloirs déserts, espérant ne croiser personne, mais il n'atteint même pas les escaliers. Ses jambes lâchent et il s'étale de tout son long au milieu du couloir. Juste avant de perdre connaissance, il voit Kyung-bin débouler pour vérifier s'il respire encore. Lee-han est à ramasser à la petite cuillère, mais il trouve encore la force d'être hargneux et lui hurle de dégager. En fait, Kyung-bin cherchait des couvertures pour lui, il voulait lui en laisser une discrètement sur son banc, sachant que tout le lycée l'a dans le collimateur. Mais Lee-han est tellement mal qu'il voit le mal partout. Il tremble, persuadé qu'on l'aide par pitié ou pour lui frotter son échec au visage. Le pauvre enchaîne les galères et sa paranoïa ne lui laisse aucun répit. Finalement, à bout de force, il arrête son cinéma et accepte qu'on l'aide. Ce n'est pas qu'il veut faire le saint, c'est juste qu'il est littéralement en train de tomber en lambeaux. Il n'a d'autre choix que de ravaler sa fierté, même si son ego le fait plus souffrir que son estomac. Kyung-bin propose de le prendre sur son dos, mais Lee-han sait que si on lui compresse le ventre, il va ruiner le sol avec son déjeuner. Ils finissent donc dans la situation la plus ridicule qui soit. Kyung-bin le porte comme une mariée, emmitouflé dans la couverture pour que personne ne voit que l'ex-idole du lycée est devenu un paquet d'os incapable de tenir debout. Et comme la poisse lui colle à la peau, il tombe sur des terminales dans le couloir. En voyant le paquet, les gars s'imaginent que Kyung-bin est en plein rencard et commencent à le vanner sur sa petite amie. Lee-han prie pour ne pas être démasqué s'il voit qui c'est, sa réputation sera définitivement enterrée. Les types tiquent soudain en remarquant que la prétendue fille porte un pantalon. Kyung-bin réagit au quart de tour et s'en sort en disant que toutes les filles en portent aujourd'hui et qu'il ferait mieux de s'écarter parce qu'elle est malade. Lee-han s'agrippe de toutes ses forces à la veste de son sauveur. Il sait qu'au moindre faux mouvement ou à la moindre parole de travers, c'est la fin pour lui. Le pauvre gars, planqué sous sa couverture, est à 2 doigts de la syncope totale. Et pour couronner le tout, il tombe sur une connaissance de Kyung-bin qui a visiblement envie de tailler le bout de gras. Le type est à sec et vient taxer un peu de thune au blondinet pour s'acheter un truc à grailler avant l'entraînement. Pressé de s'en débarrasser, Lee-han lui murmure de fouiller dans sa poche gauche. Erreur tactique monumentale. Kyung-bin y fourre la main sans le lâcher et la situation dérape en un instant. Disons que la fouille du billet a inclus un passage par des zones où aucune main n'est censée s'aventurer. Et Lee-han a bien failli y rester. Il balance le fric à l'autre relou et file Fissa avant que quelqu'un ne capte que Kyung-bin transporte un colis un peu trop délicat. Heureusement, l'infirmerie est déserte. Lee-han s'installe sur le lit, le regard complètement vide, encore en train de digérer le contrôle technique qu'il vient de subir malgré lui. Il sent encore la main du blond, là où l'amitié n'a normalement pas sa place. Il n'en revient pas de la précision chirurgicale avec laquelle l'autre a débusqué le billet. Kyung-bin essaie de s'excuser, mais un tel traumatisme ne s'efface pas avec de simples paroles. Il prétend que c'était un bête accident avec ce sourire de bon samaritain, qui fait littéralement court-circuiter le cerveau de Lee-han. Ça le rend dingue que le blond s'excuse alors que lui-même se sent comme la pire des ordures. Le voilà qui boit son eau en tirant une tronche de 6 pieds de long, réalisant que son plan de l'approcher par pur intérêt vient de partir en fumée. Assis sur le lit, il finit par cracher le morceau. Il avoue qu'il ne s'est rapproché de lui que par opportunisme et qu'il n'a pas bougé le petit doigt quand sa propre mère l'humiliait. N'importe qui lui en collerait une, mais le blond ne se démonte pas loin de s'énerver. Il balaie tout ça d'un revers de main comme si on lui parlait de la pluie et du beau temps. Et c'est là que ça devient lunaire. Il s'avère que son mal de bide n'est pas dû au stress, mais à un excès de gourmandise tactique. Le gars s'est enfilé une montagne de gâteaux de riz, juste pour que personne ne remarque qu'il les avait apportés en cadeau. Il a préféré s'intoxiquer par pur orgueil, plutôt que de passer pour un mec mimi qui distribue des douceurs. Un vrai champion de l'autodestruction. Kyung-bin lui rit au nez, et Lee-han finit par l'expulser manu militari pour pouvoir pioncer tranquille, à bout de nerfs face à tant de gentillesse. Tout sourire, le blond encaisse les remontrances, il s'en va convaincu qu'il vaut mieux jouer franc jeu, même s'il finit traité comme un caniche enragé. Regrettant amèrement d'avoir accepté l'aide de cet insupportable énergumène, le gamin se cache sous ses draps jusqu'au nez. Et pendant que ces deux-là rivalisent pour savoir qui est le plus bizarre de la classe, les mauvaises langues de l'école ne chôment pas. En un clin d'œil, la rumeur s'emballe. Lee-han aurait séché le déjeuner pour un rendez-vous secret. Passé de l'infirmerie au statut de star de la romance de l'année sur tous les groupes de chats. Désormais, la moitié du lycée jure qu'il a une copine, prouvant qu'il n'y a pas besoin d'ennemis pour ruiner une réputation. Un bon vieux ragot de récré suffit amplement. En 10 minutes, c'est devenu le bordel total. On frappe à la porte aux aurores. Le père de Lee-han se lève pour aller ouvrir. C'est Yu-jong. Avec sa tête de gendre idéal, il embobinerait n'importe quel parent. Le père le laisse entrer sans se poser de questions. Lee-han débarque, les cheveux en bataille et vêtu d'un pyjama à ourson qui piétine le peu de dignité qui lui restait, pour tomber nez à nez avec son harceleur, tranquillement installé au petit déjeuner dans sa propre cuisine. Le type a mis toute la famille dans sa poche en un clin d'œil.
Le père lui sert déjà une double ration de tartines sous prétexte qu'il est venu le ventre vide, juste pour passer prendre son ami. Lee-Han a envie de s'enterrer vivant pendant que les autres discutent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il a l'impression d'être un étranger chez lui. Il part se brosser les dents, bouillant de rage, essayant de digérer cette invasion de territoire. Il l'affronte enfin sur le chemin du lycée, mais Yu-jong se contente de lui faire remarquer que son pyjama à ourson était trop chou. Il se fout ouvertement de sa gueule. Sans aucun filtre, le voisin avoue que son plan était de s'attirer les faveurs des parents pour devenir impossible à déloger. C'est un coup de maître si tu convaincs les adultes que tu es le gendre parfait. C'est le fils qui passe pour un ingrat aux yeux de tout le monde. Lee-Han en est certain, ce mec a un sérieux boulon en moins. Pourtant, Yu-jong soutient qu'il est juste honnête parce qu'il trouve le garçon sympathique. Tout en marchant, Lee-Han se demande combien de personnes ont fini chez le psy à cause de sa prétendue sincérité. Yu-jong continue de s'incruster et demande où est le frère. Lee-Han lui explique qu'il vit à l'internat car c'est un élève spécial et qu'ils ont emménagé ici dès la fin de son lycée. Il essaie de l'assommer de détails pour qu'il le lâche, mais finit par avouer qu'il ne supporte pas de voir son frère dans une telle situation, jetant un froid glacial sur la conversation. Lorsqu'ils arrivent en classe, le brouhaha du couloir s'éteint net dès qu'ils franchissent le seuil. Un silence de mort s'installe. Lee-Han reste figé à l'entrée, caché derrière son masque, mais Yu-jong lui pose une main sur l'épaule et lui dit de se détendre. Il lui fait comprendre que le problème ne vient pas de lui si tout le monde s'est tu, c'est uniquement parce que c'est Yu-jong qui vient d'entrer. Il avance avec une assurance de star, persuadé que le monde gravite autour de lui, alors que son voisin n'y comprend toujours rien. Le calme est de courte durée. D'un coup, tout le monde tombe sur Lee-Han en hurlant au traître. Le pauvre se retrouve acculé comme un criminel, ses potes lui reprochant de leur avoir caché des choses. Lee-Han est totalement largué, mais le groupe ne le laisse pas respirer et exige des explications immédiates. Au milieu des cris et des doigts accusateurs, il devient clair que la rumeur sur sa prétendue petite amie a pris des proportions délirantes. Lee-Han comprend enfin ce que Yu-jong voulait dire par « le poids des ragots ». Ce qu'il prenait pour une gaminerie est devenu l'événement du jour et c'est lui la cible. Pendant qu'il essaie de comprendre pourquoi ils sont tous obsédés par une fille qui n'existe pas, Yu-jong l'observe du coin de l'œil avec un sourire de vainqueur. Il savait exactement ce qui allait se passer et s'amuse de voir son voisin se noyer dans un verre d'eau. L'effet boule de neige continue maintenant. Certains jurent l'avoir vu serrer dans ses bras quelqu'un enroulé dans une couverture. Le délégué surgit au milieu du chaos, l'air furieux, et attrape le sac de Lee-Han pour le secouer. Indigné, le gars l'accuse d'avoir osé lui voler sa chère Mary, une soi-disant étrangère, avec qui Lee-Han se serait envoyé en l'air. La situation est tellement absurde qu'on dirait une blague, mais pour Lee-Han, c'est la fin du monde. Yu-jong s'approche et lui murmure à l'oreille que c'est ce qui arrive quand on ne tranche pas dans le vif quand il en est encore temps. C'est vraiment le camarade idéal, non seulement il viole ton intimité, mais en plus il s'assoit pour regarder ta maison brûler tout en t'expliquant quel type de combustible a causé l'incendie. Le délégué somme Lee-Han d'assumer ses actes et de rendre des comptes sur le champ, pendant que le reste de la classe s'installe déjà au premier rang pour ne pas rater une miette de ce drama lycéen. Le binoclard l'accuse carrément d'avoir profité de quelqu'un pendant son sommeil, laissant Lee-Han totalement largué, sans la moindre idée de quoi il parle, alors que Yu-jong, avec son masque, observe la scène d'un air si agacé qu'on jurerait qu'il va faire fondre les lunettes du délégué d'un simple regard. Il le fixe avec une telle intensité qu'on dirait un duel à mort, le traitant avec autant de considération qu'une vieille tache d'humidité sur un mur. L'ambiance devient si glauque que l'imagination des témoins s'emballe, tout le monde part en vrille et s'imagine le pire scénario possible. Lee-Han panique complètement et tente de prouver qu'il n'est pas le pervers qu'ils imaginent en sortant enfin la pièce à conviction une petite couverture à carreaux. Il s'avère que la fameuse Mary, qui causait tout ce foin, n'est pas une fille, mais un simple bout de tissu que le pauvre gars a récupéré dans un arbre. Il explique qu'il l'a ramassée parce qu'elle s'envolait avec le vent, et jure qu'il a même demandé la permission au propriétaire, qui dormait pourtant à point fermé. Le délégué, voyant que sa tentative d'humiliation tombe à l'eau, change de disque en un clin d'œil. Il affiche alors un sourire plus faux qu'un billet de 3 €. D'un coup, il joue les gentils et s'excuse pour le malentendu. C'est un pur hypocrite qui te salue tout en cherchant où te planter le couteau. Dès qu'ils comprennent que la couverture appartient au Sunbei Jumiri, les autres élèves s'évaporent comme par magie, personne n'a envie de finir mêlé à cette galère. Lee-Han pousse un grand soupir de soulagement, pensant que l'affaire est enfin classée, mais le délégué ne le lâche pas d'une semelle et continue de le chauffer en insistant pour qu'il appelle la couverture par son petit nom. Il prétend être là pour faire la promo de son club, pourtant à peine entré, il planque les prospectus sous la pile pour être sûr que personne ne s'inscrive. Il se prend pour une star et prévient Han de ne surtout pas pointer le bout de son nez là-bas, car il vient de décréter que ce club sera son bunker privé. Il se croit tout permis et te balance ça avec une arrogance qui donne des envies de baffe. Yu-jong le dévisage avec un mépris qu'il ne cherche même plus à cacher, convaincu que ce délégué n'est qu'un petit tyran qui fait la loi parce que tout le monde se laisse marcher dessus. La tension dans la salle est à son comble. On pourrait la couper au couteau. Le délégué s'en va avec une hypocrisie flagrante,
tandis que les autres attendent qu'il dégage enfin pour pouvoir respirer un peu. Mais le type n'a aucune limite et revient à la charge avec ses histoires de romance à 2 balles, jusqu'à ce qu'Anne explose et lui cloue le bec avec un cri qui plonge toute la classe dans un silence de mort. Le pauvre n'en peut plus, mais Yujon intervient avec une excuse bidon pour faire redescendre la pression. Il prétend qu'Anne ne criait pas après lui, mais qu'il hurlait juste son désespoir de voir ce lundi s'éterniser. Le plus incroyable, c'est que tous les autres glandeurs gobent l'histoire sans broncher et finissent par manifester contre les heures de cours restantes, comme si Anne était devenue le leader d'un syndicat contre le lycée. Voyant qu'Anne est à bout de nerfs, le délégué se calme un peu et tente de jouer la carte de la compassion, mais comme c'est une vraie vipère, il ne peut s'empêcher de remuer une dernière fois le couteau dans la plaie. Yujon manque de tomber de sa chaise. Quand Anne lâche une bombe, il n'a pas de copine, mais avoue que quelqu'un lui fait grave de l'effet en ce moment. C'est le bordel immédiat dans la classe. Tout le monde veut savoir de qui il s'agit, mais Anne les calme direct en disant qu'il s'est fait recaler parce que la couverture qu'il a prêtée était trop moche. Le gars vient d'admettre que sa vie amoureuse a été ruinée par une faute de goût, une défaite aussi digne que pathétique, à laquelle personne ne s'attendait. Grâce à ce bobard, il réussit à clore le sujet. Le délégué fait mine d'être peiné pour lui, même si on sait tous que c'est du pur cinéma pour garder la face. Anne finit par s'en aller, un petit sourire serein aux lèvres, laissant Yujon se demander si ce type est un génie de la stratégie ou s'il a juste assez de grain. Yan envoie Yujon lui chercher de quoi petit déjeuner. Le pauvre ne comprend pas trop ce qui lui arrive alors que les cours viennent à peine de finir, mais devant le regard de psychopathe que lui lance le blanc-bec, il préfère ne pas broncher pour s'éviter des ennuis. Pendant ce temps en classe, les mauvaises langues sont déjà de sortie. Personne ne pige comment ces deux-là peuvent être aussi proches après le foin qu'il y a eu l'autre fois. Pour tout le monde, c'est clair, Yan a dû lui trouver un point faible pour le tenir en laisse comme ça. Le pauvre gars ne se doute pas qu'il s'est jeté direct dans la gueule du loup, sauf que cette histoire de bouffe n'était qu'un prétexte. Yan l'entraîne dans un couloir désert pour l'isoler. Il va même jusqu'à fermer la porte à clé pour être sûr que personne ne vienne jouer les troubles fêtes. Il sait que dans ce bahut, les murs ont des oreilles et il n'a aucune envie que des rumeurs circulent sur ce qu'ils font en privé. Sans prendre de gants, il lui demande cash qui il a dans le collimateur, le laissant totalement sur le carreau. Yan explique qu'il préfère jouer carte sur table car, pour lui, l'honnêteté est le chemin le plus court. Le gamin n'a même pas le temps de protester, l'autre s'est déjà fait tout son film dans la tête et n'accepte aucune remarque. Il est là, sans piger à quel moment il est devenu le jouet de ce type qui tire les ficelles avec une dextérité qui fait froid dans le dos. Voyant qu'il est sur le point de craquer, Yan change de tactique et sort la carte du pote compréhensif. Il lui promet qu'à l'avenir, il se tiendra à carreau et qu'il ne mélangera plus tout. Le voilà qui joue le rôle de sa vie, pendant que ce pauvre Yujon hoche la tête sans rien capter au film. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, Yan le renvoie fissa en classe avant que la sonnerie ne retentisse. Yujon repart avec l'impression de s'être fait pigeonner, mais Yan a déjà la tête ailleurs. Il sait qu'il doit trouver un moyen d'esquiver les ragots et repense à ce fameux Sunbei qui terrorise tout le monde. Quand il demande à Yujon si c'est un criminel, celui-ci lui répond que c'est juste un mec bizarre, un type lambda qu'il vaut mieux ne pas croiser. C'est là que Yan a un flash: si ce Sunbei est si toxique que personne ne l'approche, c'est peut-être son ticket de sortie. Son raisonnement est simple: s'il colle au basque du paria, les autres le laisseront sûrement tranquille par peur d'être mêlé à ça. Il récupère le prospectus vu plus tôt et tombe sur une annonce qui ressemble plus à un recrutement de secte qu'à un club de lycée. Voyant que le papier porte le sceau officiel de l'établissement, il décide d'aller voir de quoi il retourne. Il se dirige vers la salle 104 et depuis le couloir, on entend déjà que ça déménage sévère à l'intérieur. Il hésite un instant car les rideaux sont tirés et l'ambiance semble particulièrement pesante, mais la curiosité finit par l'emporter et il pousse la porte sans crier gare. Ce qu'il découvre à l'intérieur est un carnage total. Yujon est là, étalé par terre, pendant que quelqu'un lui écrase le dos sans aucune pitié. Yan reste pétrifié en voyant l'autre le supplier de le sortir de ce pétrin. Il voulait juste checker un club, il vient de débarquer sur une scène de crime. Ouah, quelle scène de crime de dingue ils nous ont pondu là. Et vu comment ce pauvre gars se fait piétiner sans aucune pitié, allez m'écraser ce bouton like avec la même rage. Abonnez-vous pour ne pas rater le dénouement et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, à la prochaine.